Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur LCP ce mardi 18 novembre. Un ancien Premier ministre est à l'Assemblée nationale. Il a été le chef de gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Il s'agit bien sûr de Michel Barnier. Il revient parce qu'il est interrogé par la commission d'enquête qui tente d'identifier les défaillances des politiques publiques dans la prise en charge de la santé mentale et du handicap. Et bien justement, la santé mentale, c'était l'un des grands combats de Michel Barnier. Il en a même fait une grande cause nationale pour 2025. Alors, qu'est-ce qui dysfonctionne dans cette prise en charge? Eh bien, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, depuis le mois de septembre, auditionne experts, représentants associatifs, mais aussi des ministres pour tenter de comprendre. La séance est ouverte. Michel Barnier face aux députés, c'est tout de suite. Très bonne audition. Chers collègues, Monsieur le ministre, nous poursuivons et achevons nos auditions de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de prise en charge de la santé mentale et du handicap et les coûts de ces défaillances pour la société. Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette audition. Après une soixantaine de personnes reçues en audition, nous souhaitions vous entendre pour clore ce cycle. Vous avez, en tant que Premier ministre, dès septembre 2024, déclaré la santé mentale comme grande cause nationale 2025. La vie démocratique ne vous a pas permis de mener ce projet à bien, mais il a été repris par vos successeurs. Pourriez-vous nous dire sur quels éléments vous avez décidé de mettre en exergue cette grande cause nationale? Quels étaient vos objectifs et vos actions prévues ou prévisibles? Et quel constat vous faites aujourd'hui que nous arrivons en cette fin d'année 2025, des actions mises en place ou non? Je vais vous laisser prendre la parole pour une intervention liminaire et ensuite on pourra échanger sous forme de questions-réponses. Mais auparavant, je vous rappelle que dans le cadre des commissions d'enquête et conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, cet article impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous invite à prêter serment devant la main droite. Je vous remercie et je vous laisse la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers collègues. Je peux dire ça comme ça, hein. J'ai été longtemps dans cette maison, très tôt, beaucoup plus tôt que vous. Je n'ai pas oublié ce qu'est une commission d'enquête, une commission de... Je suis très heureux de... Ça ne me donne pas le droit de donner des leçons, mais peut-être d'avoir ce propos un peu global, parce que je ne veux pas d'abord d'emblée dire que je suis plus compétent pour parler de santé mentale que la plupart des gens que vous avez auditionnés, hein, qui sont des médecins, des spécialistes, des élus, des acteurs de cet enjeu. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. En revanche, quand vous êtes devenu Premier ministre, ce qui était mon honneur, et il y a un an à peu près, vous avez une capacité d'agir sur l'État, hein. J'avais plein d'idées, pour tout vous dire, si j'avais eu un peu plus de temps par rapport à ce que vous appelez là. Bonjour. Le micro ne marche pas. Oui, mais enfin, il n'y a pas de... Le problème, c'est que j'ai un pied là. Donc, si j'avais eu un peu plus de temps, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, de manière très, j'ai appelé ça la démocratie, enfin, si je puis dire. Voilà. Et ce sujet-là est un des sujets sur lesquels j'avais l'intention de relever la ligne d'horizon, comme disait l'autre. Comme je l'ai souvent dit, relever la ligne d'horizon par rapport à l'actualité budgétaire dans laquelle nous nous trouvions l'année dernière, dans laquelle on se trouve aujourd'hui encore, et qui bloque un peu, pour tout le monde d'ailleurs, les perspectives. Donc je voulais relever cette ligne et sur un certain nombre de sujets, celui-ci, mais d'autres aussi, sur l'industrialisation du pays ou la protection sociale, ou l'influence française, mener des actions qui exigent du temps et de la détermination. Ça, c'est le premier point. Donc, de l'humilité et en même temps la capacité d'agir et d'utiliser les moyens qu'on donne à un Premier ministre de gouverner, d'assurer le gouvernement de la France et d'assurer l'animation de l'État.
je vais y revenir. Deuxièmement, je dois confirmer que j'ai sur ces enjeux une sensibilité personnelle. Peut-être est-ce votre cas aussi, pour vous intéresser à ce sujet. Moi, ma propre famille était confrontée à une question de santé mentale grave. Et c'était il y a très longtemps. J'ai vu ça dans ma région de Savoie. Ma propre mère a porté ce sujet familial dans un moment de, comment dirais-je, où la stigmatisation n'était pas encore là. C'était le silence. La solitude totale des familles touchées par cette question. Dans des milieux ruraux, l'habitude de ne pas parler à l'extérieur, dans une sorte de pudeur. Donc j'ai vu ma mère porter ce problème familial grave, sérieux, qui touchait l'un des membres proches de ma famille. Et je l'ai vu externaliser ces problèmes personnels et familiales, en faire une cause publique, et se dire qu'elle ne pouvait pas affronter ce problème. Ma mère était une femme chrétienne sociale très engagée, donc je l'ai vu transformer cette question en cause publique. Elle a créé la section départementale de l'UNAFAM, qu'elle a présidée pendant 35 ans. Il a d'ailleurs valu une légion d'honneur de Madame Guigou, à l'époque ministre des Affaires sociales, qu'elle m'a demandé de lui remettre. Donc j'ai eu le grand moment privé, le bonheur de la décorer lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté son problème familial, elle a trouvé des médecins difficilement, qui ont trouvé les bons médicaments, mais aussi pour s'occuper des autres et des autres familles, créer cette association pour que les gens aient un lieu de dialogue, pour parler de leurs problèmes. Et ce qui m'a frappé à l'époque, c'est le nombre de gens qui sont venus lui parler, parce qu'il y avait une association, et puis quelqu'un qui avait un visage. Donc ils se sont dit, on va parler de nos problèmes. Donc casser le silence, casser la solitude, par rapport aux problèmes psychiques, de schizophrénie, de bipolarisme, de dépression sérieuse. Ensuite, il y a les moyens. Les moyens. J'ai eu cette association qu'elle présidait. Je vais d'ailleurs cet après-midi à une réunion de l'UNAFAM à Paris, associer un vote au même moment. Mais cette association qui n'existait pas, agir sur deux moyens qui sont les centres d'hébergement pour adultes malades mentaux. Ma mère a créé plusieurs foyers, dont un porte son nom à Aix-les-Bains, le foyer Denise Barnier. Et puis elle a créé aussi des centres, on appelait ça des centres d'aide par le travail à l'époque, les CAT. Je sais notamment qu'elle a créé un centre d'aide par le travail en créant une ferme dans la Chartreuse, le massif de Chartreuse, qui est devenu un parc naturel régional. Elle a créé une ferme qui fonctionne toujours, et pour la financer, elle vendait des parts de vaches. Vous voyez, moi j'ai acheté à l'époque une moitié de vache pour financer. Alors j'ai vu ces jeunes, plutôt des jeunes adolescents, jeunes adultes, donner un sens à leur vie, produire du fromage, le vendre. Voilà, donc tout ça n'est pas extraordinaire, parce qu'il y a partout en France et outre-mer aussi, si je puis me permettre de recommander qu'on n'oublie pas ce qui se passe outre-mer, où la question de la solitude est encore plus aggravée par l'éloignement et l'isolation et l'insularité aussi quelquefois. On a partout en France des gens qui sont admirables. Voilà. C'est aussi pourquoi, je le dis en passant, je voulais faire du bénévolat un axe de mon gouvernement. J'ai cherché le moyen fiscal notamment d'encourager les bénévoles, ou de reconnaître, de récompenser les bénévoles. Je pense que ça fait partie du sujet là que vous traitez, mais aussi d'autres sujets pour la République et pour l'unité sociale. Voilà. Alors je deviens Premier ministre et j'ai quelque part immédiatement cette idée. D'ailleurs, je crois même l'avoir dit le jour de ma déclaration de politique générale. Faites cette cause une cause nationale. Sûrement pas pour faire un coup de pub, ou pour faire du marketing, sûrement pas, pour les raisons que je viens de vous dire.
Je ne fonctionne pas à l'esbrouf. Donc, reconnaître la gravité de cette situation, j'ai des chiffres ici que vous avez entendus 1000 fois, 13 millions de Français qui sont touchés. 13 millions, d'une manière ou d'une autre. Avec une augmentation très claire des gestes suicidaires. Le doublement des troubles dépressifs et anxieux chez les jeunes de 18 à 24 ans. L'explosion de la souffrance psychique dans de nombreux milieux professionnels, y compris parmi les élus qui se réunissent aujourd'hui au Congrès des maires, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les salariés. Bref, une détérioration de la santé mentale qui accompagne d'ailleurs ou qui aggrave les situations comme le Covid, naturellement. Voilà. Et on voit partout, dans la société, à l'école, à l'université, au travail, dans l'espace public, dans la vie familiale et sociale, l'explosion de ces troubles. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles notre pays ne va pas bien. Parce que psychologiquement et sur le plan de la santé mentale, quand vous avez 13 millions, c'est un cinquième du pays qui est touché. Alors j'étais aussi intéressé par l'expérience des grands plans de santé qui avaient été lancés autrefois, il y a quelques années, par notamment le président Chirac. Et il se trouve que j'avais dans mon gouvernement une femme que vous avez peut-être entendue ou que vous auriez pu entendre, qui est Madame Carrère-Gée. Marie-Claire Carrère-Gée, qui est sénatrice de Paris maintenant et qui a été membre de mon gouvernement et que j'avais chargé de la coordination interministérielle. J'avais chargé un ministre, un membre du gouvernement de coordonner sur certains sujets transversaux l'action des ministres et de veiller à que ce ne soit pas seulement le rôle du secrétariat général du gouvernement, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de qualité, mais voilà, j'en profite pour saluer l'équipe administrative de la commission qui vous en et les remercier. Pas seulement des fonctions, mais que ce soit un membre du gouvernement proche du Premier ministre qui suive certains sujets, notamment celui-ci. Et donc Mme Carrère-Gée a été chargée de suivre cela, avec l'expérience qui était la sienne, puisqu'elle a été secrétaire générale adjointe de l'Élysée, et que c'est elle qui avait travaillé aux côtés du président Chirac sur les questions de cancer ou de handicapés. Voilà. Donc les grands plans, si je puis dire. C'était un peu ça l'ambition qu'on avait et qu'on garde et qu'on doit garder. Voilà. Et donc la première chose que je peux dire à ce stade, c'est que dès l'instant où il y a une volonté au plus haut niveau de l'État, et j'étais au plus haut niveau à l'époque, aux côtés du chef de l'État, à qui j'ai parlé de cette idée, qu'il a approuvée naturellement, on a décidé de créer une prise en charge de cette question au niveau du gouvernement, au niveau interministériel. Donc on a réuni 7 ou 8 ministres qui étaient d'une manière ou d'une autre intéressés par ce sujet dans leur portefeuille, et approche interministérielle et dans le temps et pluriannuelle. L'expérience que j'en tire de ces quelques 3 mois à la tête du gouvernement, c'est qu'il faut de la ténacité, il faut des ambitions d'une manière ou d'une autre, quel que soit le gouvernement, mais il faut du temps pour remettre en route l'État qui s'était arrêté, si je puis dire, dès le mois de mai, au moment des élections européennes, et que les hauts fonctionnaires qui sont là, qui ont des compétences, se disent, tiens, on a au-dessus de nous un ministre ou un directeur général, un cabinet, et puis au-dessus, il y a un Premier ministre qui s'intéresse à ce qu'on fait, à qui on devra rendre des comptes, qui va suivre. Moi, j'ai toujours attaché plus d'importance à l'effet de suivi qu'aux effets d'annonce. Donc, c'était dans cet esprit qu'on a lancé cette question. Après, on ne peut pas faire tout seul au niveau de l'État. Donc, voilà pourquoi on a mis en place un petit groupe de personnalités motivées pour assurer le suivi de cette grande cause, avec un maire, le maire du Touquet, qui suit ces questions auprès de l'AMF, l'association des maires de France, M. Fasquelle, le professeur Lejoyeux, que vous avez dû rencontrer, qui est président de la Commission nationale de psychiatrie, et puis Mme Angèle Malâtre-Lansac, qui est déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. Ces 3 personnes étaient comme 3 grands témoins acteurs de caractère interministériel, avec Mme Carrère-Gée, et puis du suivi pluriannuel. Voilà.
J'ai ici une note, d'ailleurs, je pourrais d'ailleurs vous remettre, que j'ai retrouvé dans mes papiers, qui date du 6 décembre 2024. Le lendemain du jour où je suis tombé, hein, où certains vont se tomber. Le gouvernement est tombé, voilà. C'est une note que les trois personnalités que je viens de citer ont faite à mon intention sur ce qu'ils avaient fait. Voilà. Peut-être je peux vous la remettre si ça vous intéresse. Enfin, il n'y a pas de secret. Avec trois grands chantiers, le plan d'action interministériel sur le modèle des plans cancer et Alzheimer, pour que toute l'action publique et dans ces différentes thématiques et ces différents acteurs soient concernés. Et ça voulait dire aussi la réunion d'un comité interministériel. Je suis très frappé d'ailleurs qu'en raison de l'instabilité ou du manque de suivi, je ne sais pas quoi, mais ce comité interministériel a été reporté 3 fois. Un travail de communication, d'information et de formation, précisément pour casser la stigmatisation, pour accompagner le changement de regard sur la santé mentale et les troubles psychiques, favoriser la connaissance sur le sujet, et puis, troisième grand chantier, la mobilisation de la société civile sur cette grande cause avec des initiatives pour mobiliser les différentes sphères de la société. Voilà. Alors depuis, je continue à suivre cette question, parce que ça, c'est... Avant même de revenir dans cette assemblée il y a quelques semaines, je suis très soucieux. J'ai fait une réunion l'autre jour à Colmar, où il y a une municipalité avec une adjointe qui... J'ai fait une demi-journée complète d'écoute et de dialogue avec tous les acteurs de la santé mentale dans le département. J'étais la semaine dernière à Saint-Lô, par exemple, pour un établissement privé, mais qui est très implanté dans la Manche, qui suit les questions de santé mentale. Je n'ai pas oublié non plus, je vous le dis, en passant la visite que j'ai faite à Poitiers comme Premier ministre. Hein. Alors là, j'ai vu une chose intéressante à Poitiers, c'est le fait que, bien sûr, il y a un CHU important avec un professeur Giquel, monsieur Giquel, vous avez peut-être rencontré, qui est très engagé, c'est sa mission, c'est son métier de médecin, mais ils ont un pôle psychiatrie très important et ils ont réalisé en réseau une mobilisation de toute la région, de tout le département. Hein. Des associations comme l'UNAFAM et d'autres, les collectivités locales, les soignants, les médecins. Et sur cette question-là, tout le monde est en alerte et tout le monde est en réseau permanent. Il y a même un bus qui va dans les villages le jour du marché, un bus équipé, anonymisé, où les gens peuvent venir parler, hein, casser le silence, trouver une écoute professionnelle et compétente. Voilà. Je suis très favorable à ça. La question que je me suis posée, que votre commission, je n'ai pas de conseil à donner, mais doit se poser, j'étais, monsieur le rapporteur, très, très intéressé par ce que vous avez dit de la motivation de chercher les coûts évités. Hein. Ça, c'est une clé de l'action publique, d'ailleurs. Hein. On devrait être capable, d'ailleurs, de... On a déjà du mal à trouver un accord entre nous au Parlement sur le déficit budgétaire, sur l'endettement. Puisqu'on trouvera un moyen de s'entendre sur, chaque fois qu'on propose une mesure, une dépense, de dire en face, voilà ce que ça évite. Hein. On devrait être capable, si on était je crois qu'on est bien équipés, on pourrait mieux s'équiper avec des collaborateurs, mais on devrait être capable, de démocratie moderne, de s'entendre là-dessus. Hein. Et je trouve que ce serait une bonne règle, si je puis me permettre, d'accompagner toute décision législative ou toute décision budgétaire de l'obligation d'évaluation. On fait ça à Bruxelles. Hein. En passant à Bruxelles, là, dans les lois, moi j'en ai fait voter des dizaines comme commissaire européen. On a des review clauses prévues dans la loi. Tous les 3 ans, tout le monde se remet en chantier pour évaluer ce qui a été fait. Et l'idée aussi que quand on propose une dépense ou une action, on soit obligé de dire voilà ce que ça évite comme dépense dans le moyen et le long terme. Ça, c'est une très bonne idée. Hier, j'ai rencontré une responsable qui m'ont demandé rendez-vous d'une société qui est basée à Sophia Antipolis, qui travaille sur
la première plateforme d'écoute, d'évaluation des troubles psychiques pour les jeunes, très jeunes, de 3 ans à 10 ou 12 ans. Là. Quand ils vont chez un médecin, ces jeunes qui ont des problèmes, à condition que les parents se rendent compte qu'il y a un problème, hein, parce que c'est pas toujours on leur fait remplir un papier, ils m'ont expliqué ça, un papier avec une trentaine de questions, ça dure 3 heures. Mais personne ne garde de traces du papier. Ensuite, le médecin regarde les réponses au questionnaire qui est posé, enfin c'est un questionnaire adapté, j'imagine. Hein. Là, ils ont imaginé un système de vidéos avec l'intelligence artificielle, avec les données recueillies ou récoltées ailleurs en grand nombre. Et ils ont cette plateforme qui n'a pas encore, qui est prête, mais qui n'est pas encore agréée. Enfin, il manque pour ça qu'ils voulaient me voir. Mais donc ils m'ont expliqué que si on développait ça, le gain en dépenses publiques, en dépenses de santé, c'était 2 milliards dans le moyen terme. Si on arrivait à faire que tous les enfants diagnostiqués ou avec un problème pouvaient être mis dans une plateforme de cette nature, avec les moyens techniques modernes. Voilà. Alors, je peux vous faire donner le nom de cette société parce que c'est un professeur de médecine avec l'appui de financeurs qui lance ce projet. Enfin, c'est plus qu'un projet d'ailleurs. Comment s'appelle cette société ? Okidia. Hein ? Okidia. Okidia. Je peux vous faire donner le nom parce que ça m'a frappé, ça. Hein. Voilà. Donc je continue à suivre cela. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vais demander au Premier ministre de prolonger la cause nationale l'année prochaine. Hein. Je lui ai dit, je le vois d'ailleurs cette semaine, je pense, non ? La semaine prochaine pour cette question. Je lui ai demandé, parce que j'étais très frappé, puisque je parlais d'interministérialité et de durabilité, que la volonté s'émousse si elle n'est pas soutenue, si elle n'est pas... Vous voyez, il y a des changements de Premier ministre, de ministre, enfin, il y a le rythme de changement des ministres de la Santé est absolument insensé. Donc je pense qu'il faut prendre plus de temps. J'ai vu naturellement le plan que M. Neuder vous en a parlé, a mis en place dans la ligne de cette note d'ailleurs. Hein, voilà. Avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de coordination, beaucoup d'initiatives, repérer, soigner, reconstruire. Après, il manque des moyens, hein, notamment des postes. Voilà. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui de cette cause que je vais continuer de suivre. Je suis très frappé. Je pense qu'aussi, il faudrait trouver un moyen de favoriser les échanges de bonnes pratiques. Pourquoi ce qui se fait de bien, par exemple à Poitiers, autour de Poitiers, et dans d'autres endroits sans doute que je n'ai pas eu le temps d'aller visiter, comment on fait pour que les élus, les préfets apprennent, sans être obligés d'aller au hasard chercher l'information, apprennent ce qui se fait de bien dans ce domaine ailleurs. Voilà. Donc je trouve que si on pouvait organiser une plateforme régulière, pluridisciplinaire, avec sur ce sujet les échanges de bonnes pratiques en matière de santé mentale, ça ferait gagner du temps et sans doute de l'argent à beaucoup d'acteurs locaux. Hein. Je suis très heureux que les maires de France qui se réunissent aujourd'hui se saisissent de cette question. L'autre jour, j'ai vu le MEDEF qui a eu des journées et qui ont aussi... je suis allé d'ailleurs, hein, je suis allé leur parler. Il y avait 400 personnes, c'était 400 chefs d'entreprise qui disent qu'ils sont les premiers concernés par eux-mêmes, en tant que patrons, parfois des problèmes de cette nature, hein, des burn-out, etc., mais plus grave que ça, de leurs salariés. Hein, et donc, quelque part, ça touche la compétitivité de l'entreprise. Hein. Tous les ministres sont concernés, naturellement. La prévention, je viens de le dire, c'est la clé. Il inclut les liens de certaines de ces maladies, comme la schizophrénie, avec la drogue. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est comme le cannabis. Hein. Donc, voilà, donc
là où je peux peut-être être utile, où j'ai une petite valeur ajoutée, c'est de dire pourquoi j'ai fait une cause nationale, pourquoi je pense qu'elle doit durer à ce niveau-là au moins l'année prochaine, et pourquoi il faut en profiter pour mettre en place des structures, des méthodes, des habitudes durables, au-delà de la cause nationale. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir permis de vous donner mon état d'esprit. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce retour. Effectivement, moi, avant cette commission d'enquête, j'ai eu l'occasion de faire une mission sur les urgences psychiatriques où on a effectivement fait un diagnostic qui est partagé par plein de personnes aujourd'hui avec de multiples rapports, de multiples missions. Effectivement, je pense que c'est important qu'on puisse avoir un grand plan avec une programmation, avec une visibilité et peut-être une progressivité des actions à mettre en place, parce que les actions, elles ont été aussi listées. Cependant, maintenant, il faut les ancrer. Il y a une grosse attente des professionnels, effectivement, de pouvoir mettre des actions avec une certaine visibilité, malgré un budget contraint, mais utiliser effectivement les bonnes pratiques. Nous, on a fait un tour de France et d'outre-mer, et on a vu des bonnes pratiques qui sont intéressantes à pouvoir mettre en place et généraliser. Et on est dans un secteur où il y a aussi énormément de dispositifs qui sont pas toujours très lisibles pour la personne qui est à la recherche d'un accès aux soins ou pour les familles. Et en ça, l'UNAFAM, effectivement, est une aide précieuse. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse aussi avoir un délégué qui, pour le moment, est ministériel, qui pourrait être interministériel sur ces sujets pour essayer de mettre en place un certain nombre d'éléments. On voit bien que là, on prend du retard sur la santé mentale, en tous les cas des jeunes, qui est une difficulté et qui va s'aggraver si on ne met pas en place un certain nombre d'actions rapidement. Avec des moyens progressifs selon les possibilités financières dont on dispose. Moi, je trouve personnellement que les actions n'ont pas été assez vite par rapport à la nécessité de ce qu'on a sur les difficultés qu'on a sur le territoire, et tout ce qu'on gagne en temps en termes de prévention évite l'aggravation aussi des personnes. Donc je pense que c'est vraiment une nécessité de prendre à bras le corps ce sujet dans tous les secteurs et de plus en plus jeunes. Vous parlez de la plateforme, effectivement. Je pense que c'est... alors des plateformes, il y en a beaucoup. Il y en a pour les étudiants, il y en a pour les jeunes. Après, on a un problème de communication aussi entre les dispositifs pour qu'ils soient plus performants. Mais bon, je pense qu'on a tous ce souci à mettre en place des choses rapidement, dans le temps, visibles et aidantes pour les personnes en difficulté, les familles et aussi les professionnels qui ne sont pas forcément non plus très en nombre ou très à l'aise avec ces sujets selon les secteurs où ils interviennent, notamment dans la médecine scolaire. Où on pourrait, je pense, faire mieux sur le dépistage, le repérage, l'orientation et la prise en charge des jeunes tôt, de façon à éviter qu'ils basculent dans un suivi psychiatrique qui est pas forcément intéressant pour eux d'abord. Et je voudrais revenir aussi sur quelque chose, c'est qu'il y a pour un certain, vous avez cité certaines maladies comme la schizophrénie ou la bipolarité, pour lesquelles il y a des recommandations internationales qui ne sont pas ou très peu utilisées par les médecins, considérant qu'on a chacun notre propre appréciation de ces maladies et pas forcément un accord global avec ces recommandations. Et c'est vraiment une difficulté sur l'utilisation inadaptés de médicaments. Donc là aussi, de coûts évités, parce qu'utiliser des médicaments qui ne sont pas adaptés, quelquefois on a des conséquences pires encore, alors qu'on a des écrits qui sont facilitants sur, en tous les cas, ces pathologies-là. Alors je ne parle même pas des psychotropes et antidépresseurs prescrits chez les jeunes de façon aussi inadaptée, renouvelés dans des temps, là aussi, avec des conséquences graves. Et donc des coûts conséquents pour ces jeunes, et de les faire entrer dans une filière psychiatrique qui n'est pas forcément adaptée. Donc je ne sais pas si vous avez ce retour-là. Et puis je laisserai après la parole à mon
au rapporteur qui, lui, insistera plus sur la partie handicap, j'imagine. Non, mais vous avez, si je peux me permettre à ce stade, une fois encore, je reviens sur Poitiers, hein, parce que il faut mettre des visages et des actions derrière les enjeux. J'étais très frappé du fait que tous ces acteurs de la santé, tous ceux que vous avez cités, Madame la Présidente, ils étaient bien dans leur peau et contents de se connaître et contents de cette travail en commun. Et qu'ils m'ont dit, c'est formidable ce qu'on gagne comme temps de confronter sur le même territoire, hein, un médecin libéral, un médecin de la santé publique, un aide-soignant, des sapeurs-pompiers, une association, enfin, donc, tous ceux qui interviennent. Et j'ai été très frappé de ce qu'ils m'ont dit. Enfin, voilà, le fait qu'il y ait cette plateforme permanente de coordination de tous les acteurs, tous les publics et privés. Enfin, je suis sûr que c'est ça qu'il faut faire, hein, voilà. Et que ça soit permanent et pas une fois de temps en temps pour une réunion avec un préfet qui passe, voilà, ou un ministre. Et puis la prévention dans ce domaine, enfin, tous les troubles, tous les risques détectés au plus tôt, ça vaut mieux. Le coût évité est considérable. Et après, vous avez... je parlais de plateforme tout à l'heure à propos de cette société. Je vais vous faire donner les notes qu'ils m'ont remises, hein, parce que c'est une plateforme qui n'existe pas en France. Hein. Ils ont inventé techniquement un moyen plutôt que de faire un questionnaire écrit qu'on oublie après, de faire un questionnaire parlé, hein, par les gens qui s'expriment, et puis de les confronter dans leurs données, les algorithmes, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, avec des données extérieures de gens qui ont été touchés, donc de trouver très vite le moyen de faire un diagnostic personnalisé, enfin, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc d'éviter à ce stade, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, d'utiliser les mauvais médicaments. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation et merci aussi d'avoir posé la santé mentale comme grande cause nationale. Au-delà de la lecture que l'on peut apporter sur les déclinaisons qui ont été opérées, ça pose aussi ce sujet dans l'espace médiatique. Et ça a une vertu extraordinaire, c'est qu'on parle de ce sujet et qu'aujourd'hui, on sait bien que l'agenda médiatique est tellement bousculé qu'il est difficile de faire exister ces causes. Je me permettrai, Monsieur le Premier ministre, si vous en êtes d'accord, de vous poser quelques questions. J'essaierai d'être succinct pour qu'on puisse être précis et aborder les thèmes de façon assez précise. La première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que nous sommes obligés d'avoir des responsables publics touchés par des causes pour qu'elles progressent. Jacques Chirac, en 2005, avait sa trajectoire. Vous avez été très touchant par rapport à votre trajectoire familiale et le parcours de votre mère. Et je pense que ça aussi crée une forme de redevabilité par rapport à son engagement quand on est en responsabilité en tant que Premier ministre pour porter ces sujets-là. On a auditionné Sophie Cluzel, dont on connaît aussi la trajectoire personnelle. À titre personnel, je ne le suis pas touché, donc ça peut être aussi une autre raison. Mais on a l'impression que c'est presque obligatoire pour que les choses progressent, alors même que vous l'avez évoqué, je vais prendre un seul exemple sur votre rencontre avec le MEDEF, les arrêts maladie ou les dépenses en fait médicales liées à la santé mentale sont le premier poste de dépenses de l'assurance maladie. C'est une problématique très forte pour les entreprises, sur leur productivité, maintien dans l'emploi, etc. Enfin, objectivement, la santé mentale est un sujet qui devrait concerner tout le monde, mais il faut attendre qu'on ait un Premier ministre qui, par sa sensibilité, sa trajectoire, porte le sujet pour qu'il soit vraiment au bon niveau sur la ligne d'horizon. Donc, est-ce que vous avez senti, dans votre expérience, dans votre parcours, cette espèce presque de fatalité à ce qu'il faut être confronté véritablement dans sa chair, dans sa famille proche pour poser ce sujet-là de façon plus forte, parce qu'on a le sentiment, mais je vous laisse me contredire si je me trompe, que depuis votre départ, ça s'est un peu affaissé. Ma première question, Monsieur le Premier ministre. Le rapporteur, vous êtes vous-même la preuve qu'on n'est pas obligé d'être
concerné familialement ou personnellement pour s'occuper d'un sujet. La théorie, ce serait que on doit embrasser, quand on est élu, parlementaire ou gouvernement, tous les sujets. Quelque part, mais la vérité aussi, en ce qui me concerne, je peux faire qu'une réponse personnelle, c'est que pour moi, c'était évident de poursuivre cette cause, voilà, parce que j'ai eu beaucoup d'occasions, parfois dramatiques d'ailleurs, de m'y intéresser, hein, d'être confronté à ça et de voir les problèmes. Alors, après, à coup sûr, dans mon action de président de département, par exemple, pendant presque 20 ans, j'étais président de département, j'ai suivi ces questions, j'ai soutenu ces associations, mais est-ce que je l'aurais fait si je n'avais pas été concerné? Probablement, voilà, probablement. Difficile de revenir en arrière, probablement, parce que je suis assez attentif à ces questions, pas par nature, mais le fait que je sois concerné m'a conduit à suivre les questions plus personnellement, plus attentivement. Ça, c'est une des clés, comme vous venez de le dire, c'est que l'État est confronté à des problèmes de personnes, de manque de personnel, peut-être de mauvaise affectation des personnels, hein, trop dans l'administration, pas assez sur la première ligne. Donc, quand on sait que le Premier ministre ou le ministre ou son cabinet suit une question et va vous demander des comptes, ça engage et ça motive davantage, je pense. Y compris d'ailleurs des gens qui font quelque chose et qui se disent à quoi ça sert, hein. S'ils savent que le ministre au-dessus d'eux et avec eux, il y a des gens qui vont leur demander des comptes, qui vont leur demander où vous en êtes. C'est aussi une manière de valoriser son travail, hein, et d'être plus motivé. Ce n'est pas une réponse facile que vous me donnez, mais je dirais probablement l'engagement personnel ou la sensibilité personnelle compte. En tout cas, elle a compté pour moi. C'est très important je termine d'avoir, quand vous êtes dans la vie publique, des gens qui c'est pas seulement quelqu'un de votre famille, hein, quelqu'un que vous rencontrez qui crée une émotion ou qui crée une raison d'admiration. Et donc, il y a plein de... C'est pour ça que je suis très attentif à l'engagement des bénévoles dans ce pays et des associations sur le terrain qui sont admirables. J'ai souvent eu l'occasion d'avoir un moment d'admiration pour des gens comme ça. Et ma mère en faisait partie, mais j'ai eu plein d'autres occasions de gens à qui je n'avais pas de lien personnel, hein, et qui se disent, tiens, ce combat mérite d'être mené. Donc, après, vous avez le pouvoir. C'est quoi le pouvoir qu'on a quand député, ministre ou Premier ministre? C'est le pouvoir d'agir. Hein. C'est pas les bagnoles et les deux tons, hein, c'est le pouvoir d'agir, hein, et de créer du progrès, voilà. Je pense à ce que je voulais faire très, très, très clairement avec cette cause. Hein. Pardon, je coupe mon... Non, je vous en prie, je vous en prie. Et cette question, elle est un peu malicieuse parce que, en reflet, on a évoqué les coûts sur l'assurance maladie. La Fondation fondamentale a évalué à 173 milliards d'euros le coût de la santé mentale pour la France. Et on a le sentiment qu'on est plutôt... on reçoit des informations sur l'autisme. On a encore une étude de Malakoff-Médérix qui évoque des coûts évités de 2 millions d'euros par personne accompagnée versus, enfin, entre un bon accompagnement et un mauvais accompagnement. Vous avez cité quelques éléments aussi du diagnostic. Et en fait, le sujet est tellement majeur qu'il devrait être presque au cœur de l'action du gouvernement aujourd'hui et de tous les élus que nous sommes. Et pourtant, on a le sentiment qu'il a du mal en fait à exister et à persister. Et que c'est aussi le reflet, et là on en revient à cette question de coût évité, d'évaluation des politiques publiques, de diagnostic, au fait que nos politiques publiques, elles ont un petit peu de mal. On a sorti, par exemple, on a assez peu parlé d'école, assez étrangement, le chiffre des carences de prise en charge sur les élèves en situation de handicap bénéficiant d'un accompagnement d'élèves en situation de handicap, il était de 50 000 à la rentrée 2025. C'est pas, le but, c'est pas d'accuser, hein, c'est de poser un diagnostic de carence majeure. Et derrière, c'est des familles qui ne peuvent pas travailler parce que leur enfant n'est pas scolarisé. Donc, vous voyez, on a un peu le sentiment que sur ces volets-là, sur ces politiques publiques qui ont trait à la santé mentale et au handicap,
on a un problème de pilotage, d'évaluation, d'allocation des ressources qui fait qu'on est constamment confronté à une réponse en termes de plus de moyens et pas une réponse en termes d'organisation. Vous avez parlé de la place fondamentale des bénévoles, des familles. On a des médiateurs santé-pairs, par exemple. On n'a pas de reconnaissance légale de leur existence aujourd'hui. Ils sont 300 en France. On en a auditionné quelques-uns. On a des systèmes. Vous êtes évidemment un fin connaisseur de ce qui se passe en Europe. Aux Pays-Bas, vous avez une place des familles qui est beaucoup plus importante dans l'accompagnement médico-social et le bénévolat est beaucoup plus reconnu. Donc, quand vous êtes arrivé aux manettes, quand vous avez posé cette grande cause, est-ce que vous partagez ce diagnostic qu'en gros, il y a un problème quand même de pilotage de ces politiques publiques, d'interministérialité, pardon, l'école est un peu un État dans l'État. On voit bien que la relation avec le ministère de la Santé n'est pas évidente, alors que ça devrait être un lieu d'entrée prioritaire, qu'il y a des conservatismes, qu'il y a une difficulté à fluidifier les dispositifs et que les familles et les personnes qui devraient être au centre de tout sont souvent confrontés à une multiplicité de dispositifs, une multiplicité de propositions et pas un parcours un peu coordonné sur lequel on allégerait un petit peu leur fardeau. Vous dites absolument juste. Je reviens sur... vous avez parlé des 173 milliards. Je reviens vraiment sur... Si cette commission, je dis notre commission, puisque si j'étais devenu député plus tôt, j'aurais sans doute participé à votre commission. Le fait de dire voilà les économies, voilà les gains pour l'action publique, je ne parle pas seulement il n'y a pas seulement de l'argent, il y a le moral aussi. Hein. J'étais très frappé, il y a une époque, j'étais allé visiter une entreprise, je m'intéresse beaucoup depuis longtemps à ce qu'on appelle les entreprises sociales, hein, qui sont parfois des entreprises, souvent des entreprises comme les autres, qui sont profitables, hein, ce qu'on appelle en anglais le social business. J'avais d'ailleurs fait, quand j'étais commissaire, un plan pour le social business au niveau européen. J'ai visité une entreprise un jour à Strasbourg qui a été créée par 4 jeunes professeurs de sport. Ils sont maintenant, je crois, plus de 200 qui proposent des modules d'accompagnement par le sport pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, hein, les EHPAD. Et là, on parle de gains en termes de dépenses de santé publique considérables, avec la moindre consommation de médicaments, le fait que les gens tombent moins par terre ou font attention aux chutes, parce qu'ils font un peu d'exercice. Et puis le moral dans les établissements, y compris le moral du personnel, change. Donc je suis convaincu de ça, convaincu. Donc oui, je pense qu'il faut une meilleure coordination. C'est pour ça que je suis encore très frappé de voir comment sur un... Je ne dis pas que c'est exemplaire Poitiers, parce que c'est le seul que j'ai pu visiter dans le détail et rencontrer tout le monde. Mais ce que j'ai vu à Colmar aussi est assez exemplaire. Il faut qu'on repère ces endroits où ça se fait, où le travail que vous recommandez se fait, hein, où les gens ne sont pas chacun dans leur coin. Quelquefois aussi dans ce milieu de la psychiatrie, vous avez aussi des silos. Enfin, vous avez des gens qui... c'est pas toujours facile de faire travailler les médecins entre eux, hein, de les faire coopérer entre eux. Hein, beaucoup de certitude. Donc, quand ça marche bien, il faut voir comment ça marche bien et puis expliquer ça aux autres. Hein. Je suis très frappé de ça. Vous parlez des scolaires, le rapporteur, dans le budget que j'avais présenté, c'est pas la raison pour laquelle je suis tombé, le budget, vous le savez bien, mais j'avais un des rares postes que j'avais maintenu 3 postes en augmentation, notamment les AESH, hein, pour la raison que vous dites. Hein. J'avais créé 200 postes, je crois, dans le budget que j'avais présenté l'année dernière. Je ne sais pas s'ils ont été maintenus dans les budgets suivants, mais c'est un des rares postes qui ne diminuait pas, hein, pour cette raison-là. Hein. Très bien. Non, c'est les privilèges de la présidence. Que voulez-vous? Puis j'aurais une dernière question, peut-être que Chantal Jourdan, qui est ici, qui porte une excellente proposition de loi sur le premier secours en santé mentale. J'en reviens parce que c'est quand même un objet important et vous avez été au cœur de l'appareil d'État pour pouvoir en témoigner. Ce qui est frappant, c'est on parle de la prévention,
mais la prévention n'est jamais valorisée dans les politiques publiques. C'est quelque chose qu'on met en place, mais les études d'impact, l'évaluation, on a beaucoup d'études qui sont portées par des acteurs associatifs et qui font l'objet de critiques de l'administration. Je vais prendre quelques exemples sur les entreprises adaptées ou sur l'insertion professionnelle des personnes porteuses de troubles du spectre autistique. On a des études qui sont portées et qui sont juste critiquées, mais au sens pas négatif du terme, par l'administration, mais elle ne produit pas elle-même de méthodologie de travail, et c'est ce que vous évoquez dans vos propos liminaires sur le fait qu'on devrait se mettre d'accord sur une méthodologie de travail sur les coûts évités. Comment on peut passer un cap là-dessus? Parce que à titre personnel, c'est assez intuitif. Je pense que dans une période budgétaire qui est contrainte, là où on considère que c'est une dépense, on peut aussi transformer cela en investissement. On a cette étude de Malakoff-Médérix, on a sur les entreprises adaptées. On voit bien que sur l'exemple que vous avez pris sur la prévention de la perte d'autonomie pour les personnes âgées à travers la pratique sportive, on sait très bien que sur la lutte contre l'obésité, etc., il y a des effets de levier qui sont importants. Et on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas culturellement implanté en France, alors qu'on a aussi auditionné des universitaires, et notamment un professeur de la London School of Economics, sur les approches plus anglo-saxonnes avec les Qualis d'Alice. Donc c'est qu'est-ce qui a un impact favorable sur la qualité de vie, qu'est-ce qui a un impact favorable sur la question de la prévention de la mortalité. On n'a pas cette culture-là en France. Et c'est dommage parce que dans une période où les choix sont difficiles, vous pouvez en témoigner probablement plus que quiconque ici, ça peut permettre d'éclairer et d'éviter cette annuité budgétaire qui est parfois un peu mortifère pour porter des politiques publiques de long terme. Vous avez parlé de pluriannualité dans vos propos liminaires. Est-ce qu'il faut absolument, sur cette question-là, poser une pluriannualité? Comment on le fait sur la programmation militaire? Comment on le fait sur la justice? C'est indispensable. Indispensable d'inscrire l'action publique, qui est une action plurielle, publique et plurielle, dans le temps. Ce qui tue ou handicape ou fragilise notre pays, c'est le fait que les gens passent, qu'il n'y a pas de suivi. Je n'ai pas l'effet de suivi par rapport à l'effet d'annonce. Je suis convaincu que cette cause-là, comme tant d'autres, exige du temps ou de la ténacité. On ne devrait pas baisser la garde parce qu'il y a un changement de ministre. C'est pas possible. Et donc, je plaiderai avec vous pour que action, au-delà de l'éclairage qu'on doit donner en disant voilà combien ça évite de dépenses, combien ça rapporte, si je puis dire, il faut inscrire ça dans le temps. Et peut-être une des raisons, une des conséquences de tout ça, c'est qu'on devra aller vers davantage de décentralisation. Parce que je pense que le fait que tout ça remonte à Paris, en termes de moyens de décision, tout ça est... je veux dire, ce pays est aussi... je trouve que tous ces sujets devraient être traités comme ils sont parfois bien traités. J'ai donné quelques exemples au niveau régional ou local, voilà. Et qu'on puisse décentraliser réellement, pas seulement déconcentrer. La question du travail est importante. Moi, j'ai aussi, je parle souvent, j'ai dans ma famille une belle-fille, la femme de l'un de mes fils qui est spécialisée dans l'accompagnement professionnel des autistes Asperger. Elle est psychologue et elle a créé une boîte pendant plusieurs années qui embauche des autistes Asperger et qui les place dans le milieu professionnel parce qu'il faut préparer le milieu. Elle fait une thèse actuellement sur ces sujets de l'autisme et du travail. Donc je parle souvent avec elle et vous avez raison, il faut faire très attention à... Hier, j'ai vu pas mal de... J'étais aussi hier pour le lancement de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. J'étais à l'Institut national des sourds, qui est dans ma circonscription d'ailleurs, dans le 5e arrondissement. Et on voit des choses formidables. Je ne sais pas ce que vous allez écrire dans votre rapport, mais je pense que c'est très important qu'il y ait cet éclairage parlementaire. J'imagine qu'au Sénat, il y a aussi des choses qui travaillent. Vous pourriez coordonner peut-être, éviter que les rapports se succèdent. Voilà. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour ne pas lâcher sur cette question. Voilà. Madame Jourdan, peut-être, parce que je sais qu'elle doit nous quitter.
Monsieur le Premier ministre, pour votre présence et puis d'avoir dressé un petit peu l'origine de cette année Grande Cause nationale. Et alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que au moins il y a une chose qui a été gagnée. Je pense que c'est une évolution vers la déstigmatisation. On a beaucoup parlé de la question de la santé mentale, vraiment, cette année à la fois là dans les médias, et il y a de nombreux travaux à l'Assemblée nationale. Et donc voilà, je crois que ça c'est une première chose à poser. Évidemment, je partage l'ensemble des choses que vous avez pu dire sur la question de la nécessité d'emmener l'action citoyenne, la nécessité aussi de valoriser ce que l'on appelle les bonnes pratiques, la nécessité d'aller au plus proche des publics. Mais alors, je voudrais vous poser peut-être deux questions. Tout d'abord, sur la question des bonnes pratiques. Aujourd'hui, j'ai vu récemment un amendement qui est arrivé au Sénat et qui voulait mettre à mal les pratiques psychanalytiques. Or, voilà, moi je crois que la psychanalyse fait partie d'un ensemble de méthodes thérapeutiques pour les soins psychiques qui est essentiel parmi beaucoup d'autres. Et voilà, je voulais savoir quel est votre regard par rapport à cela. Et puis, deuxième chose, en matière de santé mentale, on voit bien aussi que vraiment on peut aujourd'hui déterminer, on peut connaître les déterminants qui agissent sur la santé mentale. Et donc, il y en a certains comme par exemple les conditions de travail, comme les conditions de socialisation, les conditions de niveau socio-économique. Et donc, par rapport à ces aspects-là, est-ce que vous aviez pensé, en pensant à la grande cause santé mentale, justement, qu'il fallait aussi agir sur l'ensemble de ces déterminants, qui sont plutôt qui concernent donc des aspects sociétaux plus larges? Voilà. Honnêtement, sur le premier point, vous évoquez un amendement qui supprimerait des crédits, c'est ça que vous avez dit? D'exercice par mon service, aussi bien par mon soutien psy, en CMP, dans les établissements médico-sociaux, les thérapeutiques liées aux méthodes psychanalytiques. Honnêtement, je ne suis pas capable de vous répondre sur cette question. Je vais regarder ça. Vous me donniez les éléments. J'imagine que c'est des amendements de suppression de crédit dans le cadre de cette grande vague de réduction des dépenses publiques. Voilà. Non, je pense qu'il faut réduire les dépenses publiques en général. Ça ne vous surprendra pas que je vous dise ça. Mais il faut faire très attention. Pour ça, je me méfie des discours, y compris dans mon propre camp, quelquefois, de discours un peu rabots et de suppression comme ça, à l'aveugle. Voilà. Quand j'entends dans mon propre camp qu'il faut supprimer l'ADEME, par exemple. Il faut réduire l'ADEME, il faut évaluer, il y a probablement beaucoup d'économies à faire, mais on ne va pas supprimer l'ADEME. J'ai même dans mon propre parti des gens qui ont voulu supprimer la Commission nationale du débat public. Ils me disent ça un jour et je leur dis, c'est moi qui l'ai créé. Dans la loi Barnier de 95. Je ne vais pas voter sa suppression, ça ne se rend pas. Je vais voter son évaluation, mais je ne sais pas. J'ai beaucoup je suis très engagé et passionné par la culture du risque. Il faut que vous sachiez ça depuis longtemps. C'est pour ça que j'ai créé le Fonds Barnier en 95, qui fonctionne toujours, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est l'idée je trouve depuis longtemps, toujours que la prévention coûte moins cher que la réparation. C'est vrai en santé publique et c'est vrai en écologie. Et qu'une réparation préparée, elle est toujours plus efficace qu'une réparation improvisée. Voilà. Mais je ne connais pas il faut que je regarde, s'il vous plaît. Pardon, voilà. Et donnez-moi les éléments de cette suppression. Je vous les donnerai. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette discipline est quand même attaquée depuis très longtemps. Il peut même arriver que dans les universités, on n'utilise plus, enfin du moins on ne valorise plus la psychanalyse, alors que voilà, elle a fait partie des moyens
qui ont été mis en œuvre pour traiter donc les troubles psychiques. Et c'est tout, plus largement, c'est toute la question intrapsychique qui est extrêmement importante et aujourd'hui qui nous permettrait aussi d'expliquer de nombreux phénomènes sociétaux. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. À côté de ça, évidemment, il y a d'autres techniques de soins, je le rappelle, qui se sont développées et qui sont aussi très intéressantes. Et la plupart des professionnels travaillent avec plusieurs référents théoriques et il faut tous les garder parce que on s'adresse évidemment quand on travaille avec quelqu'un, on construit une relation singulière avec cette personne et c'est extrêmement important d'avoir tous les outils nécessaires. Voilà. On sait très bien que les éléments constitutifs de la vie sociale, de la vie économique créent une accentuation. Néanmoins, j'ai toujours été frappé du fait que ces maladies ou ces malades mentaux, ces maladies mentales touchent tous les milieux. Tous les milieux. Donnez-moi les éléments sur le premier point, s'il vous plaît. Ça m'intéresse de voir. Je suis sûr que la prévention dès le plus bas âge, et c'est pour ça que j'étais intéressé de rencontrer ces gens hier, et la médecine personnalisée est une des clés. Voilà. J'ai été frappé aussi, je me souviens d'une réunion à Matignon où les personnes que je vous ai citées, qui faisaient partie de ce groupe, notamment c'était Madame Lansac qui m'avait dit ça, et des médecins psychiatres qui étaient là m'ont parlé de ces centres très peu nombreux en France qui font un diagnostic des maladies mentales approfondi, mais il y a eu un temps d'attente de 1 an ou 2 ans. J'ai été très frappé de ça. Et ça, c'est une chance. Quand on passe par un tel centre et qu'on vous diagnostique en profondeur et qu'on sait exactement ce que vous avez, notamment sur les questions de schizophrénie, on sait très bien que le bon diagnostic permet d'utiliser le bon médicament. Donc, si on utilise le mauvais médicament, donc peut-être là, il y a un problème de moyens. Comment on peut multiplier ces centres? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des centres où les gens sont... Voilà. Moi, je vais revenir sur, après ce que disait ma collègue Madame Jourdan, sur la notion d'évaluation qui n'est pas une notion toujours bien utilisée dans notre pays par rapport à ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que, par exemple, sur la psychanalyse ou sur d'autres, effectivement, expérimentations, on a souvent peu d'évaluations qui nous permettent d'avancer et peu de chiffres, puisque à chaque fois qu'on se confronte au handicap, on a des remontées partielles, mais pas des remontées nationales qui permettent d'avancer ou de mettre en exergue des expérimentations positives. Moi, j'ai vu, par exemple, au Vinatier ou à Lille, des choses qui se faisaient qui étaient extrêmement positives sur les territoires. Donc, comment est-ce qu'on peut pousser cette évaluation sur ces thématiques-là? Et la deuxième chose, c'est qu'on a une difficulté dans la priorisation. Si on prend la santé, je pense qu'aujourd'hui, la santé mentale est une priorité, que souvent on veut embrasser beaucoup de domaines et que du coup, on a du mal à faire avancer les actions sur une thématique et doublée d'une temporalité différente. C'est-à-dire que la notion du budget... Du budget annuel fait qu'on a tendance à mettre seulement des actions pour le budget là et pas planifier les actions sur 5 ans. Et c'est vrai que ça contribue au fait que un changement de ministre ou de gouvernement fait tomber les actions et ça empêche la visibilité pour les acteurs de se dire on marche, je dirais, un pas après l'autre pour avancer sur nos actions. Et c'est cette double temporalité entre le tout de suite budget annuel et le budget plus prévisionnel nous empêche d'avoir des actions progressives et du coup font qu'on abandonne en cours de route à certains moments et c'est très déceptif pour les personnes, que ce soit des bénévoles ou des soignants. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Vous avez vous-même donné la clé, Madame la Présidente. Il faut coordonner et inscrire l'action solidement dans la pluriannualité.
Donc peut-être une loi de programmation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appellera dans ce domaine, une loi de programmation. Ça ne résoudra pas le problème, la loi de programmation, parce que ce n'est pas toujours des crédits dont il s'agit, mais inscrire les choses dans la durée, ça c'est une des clés. Attacher, comme le rapporteur l'a dit, l'évaluation et l'indication de ce que ça rapporte, enfin de l'avantage financier. Et ça ne peut se juger que dans le moyen et le long terme. Vous ne pouvez pas dire l'année prochaine on va gagner ça, c'est pas vrai. Donc c'est sur 5-10 ans qu'on peut évaluer. Bon. En tout cas, je soutiendrai sur ces lignes-là votre action. Vous pouvez compter sur moi. Très rapidement, parce qu'on va devoir vous libérer, je pense, trois petites choses. Donc, on a eu un débat assez intéressant sur la place de la psychanalyse, qui est sujette à beaucoup de discussions, vous le savez très bien, sur la question de l'opposabilité des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. J'y suis à titre personnel plutôt favorable. Vous avez parlé des médecins qui sont pour certains plutôt défavorables. Donc votre avis sur ça, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous avez été amené à apporter votre regard? La deuxième chose, sur la culture du risque que vous avez évoquée, l'émergence du numérique permet des perspectives assez intéressantes. Vous avez cité l'exemple sur Sophia Antipolis. On a aujourd'hui des plateformes sur la santé mentale. On a auditionné notamment une jeune influenceuse et son père qui ont développé une plateforme qui s'appelle Link, qui sont aussi des outils, notamment pour les plus jeunes, qui sont plus accessibles. C'est plus facile pour un jeune d'aller sur son téléphone, sur une plateforme numérique dédiée à la santé mentale que d'aller voir un psychologue, un CMP, etc. Enfin, il faut aussi se mettre en conformité avec les usages et les pratiques des personnes concernées. Et la troisième chose, peut-être plus personnelle, moi j'avais porté l'année dernière une initiative avec 200 parlementaires qui avaient co-signé pour faire du handicap un grand sujet législatif partagé. Est-ce que vous croyez que dans la période difficile que nous traversons, la question de la santé mentale, la question du handicap, et je pense qu'il y a des évolutions législatives importantes qui pourraient être proposées dans ce domaine, pourraient faire l'objet d'un consensus? Parce que c'est des sujets qui, je pense, et on l'a vu dans le cadre de cette audition, qui s'est passée de façon très cordiale et avec des objectifs partagés d'être utiles à notre pays. Est-ce que vous pensez que ces sujets-là doivent être aussi des outils de recréation du consensus et d'intérêt général dans la situation politique que nous traversons? Voilà, Monsieur le Premier ministre. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, et merci à vos collègues qui ont pu se libérer. Et encore une fois, au-delà d'une audition formelle, je reste disponible. Et moi, j'ai dit au Premier ministre et aux différents ministres que je ne lâcherai pas ce sujet. Donc avec vous, et peut-être grâce à vos propositions, on va pouvoir... Je n'ai pas d'opinion sur la question de l'opposabilité. Je n'ai pas été confronté à cette question. Et ce qui est très bien, c'est que quand on a été Premier ministre, on ne sait pas tout. Donc je pense fondamentalement que la question de la gestion de ces risques et de ces maladies peut être plus facile grâce au numérique et à l'intelligence artificielle, je pense ça. D'ailleurs, la plateforme dont je vous parlais, c'est une plateforme numérique qui permet à des jeunes, en évitant peut-être même le déplacement, ou je pense ça. Et l'IA aussi, parce que en confrontation avec les problèmes de psychiatrie, le fait qu'on puisse mettre dans la machine, si je puis dire, avec l'IA, des centaines de milliers de données, peut-être parfois d'autres pays, ça fait gagner des chances. J'étais très frappé l'autre jour, ça n'a rien à voir avec la psychiatrie ni les maladies mentales, mais j'ai visité l'Institut Curie qui est dans ma circonscription aussi, donc l'hôpital Curie. J'ai vu une jeune femme qui travaille qui a 35 ans, qui travaille sur les cancers d'origine inconnue. J'avais reçu un jeune de 32 ans qui était, après un PET scan, complètement... son corps était plein de taches noires. Et il ne savait pas d'où ça venait. Donc, c'est grâce à l'IA qu'ils ont découvert. Alors, il est mort depuis, mais il a eu 1 an et demi, 2 ans de survie supplémentaire. Parce qu'ils ont, grâce à l'IA, pu découvrir, avec des centaines de milliers de données qui sont agrégées dans la machine, si je puis dire, dans le monde,
ils ont pu découvrir d'où venait ce cancer, se généraliser. Donc, je suis sûr que la confrontation de toutes ces données, après, ça pose la question des données, de leur confidentialité, etc. Mais donc, ma réponse, monsieur le rapporteur, à votre dernière, c'est pas une question d'ailleurs, c'est un appel, hein, et clairement oui. Hein. Clairement oui. Je suis très frappé de l'ambiance que moi je retrouve dans cette assemblée depuis que j'y suis revenu par rapport à la période où j'y étais il y a 40 ans. Hein, donc, très frappé et très inquiet pour tout vous dire. Hein. Et donc, si on a des sujets d'intelligence nationale, c'en est un. Hein. L'intelligence, c'est pas qu'on est plus intelligent que les autres, c'est on respecte l'intelligence des autres précisément. Et donc là, au moins un sujet comme ça doit échapper aux querelles. Hein. Après, on peut toujours se battre sur on diminue les crédits, on maintient les crédits. J'ai connu ça. Moi, ici, j'ai connu des gouvernants de toute sensibilité. J'étais en opposition à la majorité, mais ce sujet-là, c'est pas toujours une question de crédit. Hein. Il faut que ça échappe, il faut que ça soit un sujet d'intelligence nationale, hein. Et d'abord d'intelligence parlementaire. Vous pouvez compter sur moi là-dessus aussi. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces propos. Et puis, effectivement, si on continue à travailler, donc c'est avec plaisir qu'on associera nos idées et nos actions. Mettez-moi dans votre commission. Enfin, si elle continue ses travaux, non, elle va se terminer. Elle va se terminer avec une édition du rapport mi-décembre. Donc, effectivement, ça permettra de sur la question de Madame la Présidente, sur la question de rapporteur, moi je suis très intéressé par cette question d'évaluation, la culture d'évaluation que j'ai bien connue à Bruxelles comme commissaire pendant 15 ans. Donc, après, il faut la réponse immédiate ou le suivi, c'est qui fait l'évaluation, comment on fait. Hein. Est-ce qu'il faut créer un organisme de plus? Est-ce qu'il y a quelque part, sans qu'on crée d'organisme de plus? Donc, quels sont les organismes qui existent? Non, parce que vous allez avoir des gens qui vont dire qu'il faut faire un truc spécial. Hein, donc, oui. Non, ça existe. Donc, Et puis après, je pense que quand on pose des actions, l'intérêt, c'est de mettre un processus d'évaluation simple en même temps, de manière à le faire et puis à valider des choses qui sont pérennisables ou pas, ou les arrêter quand elles ne sont pas utiles. Pouvoir de Madame la Présidente, sans vouloir interférer dans l'échange que vous allez avoir avec Monsieur le Premier ministre, mais peut-être que d'avoir justement sur la question de la santé mentale cette culture de l'évaluation sur les politiques publiques qui sont menées sans qu'on évoque la question de moyens supplémentaires, mais une question de méthodologie pour qu'en fait on fasse utile on transmet, on ne sommes que peu de choses, donc demain ce seront d'autres qui occuperont les fonctions que nous avons. Déjà d'avoir un progrès sur cette culture-là, ce serait déjà une bonne chose. Ça, je suis très heureux d'avoir pu avoir cet échange avec vous, préalablement à cet entretien, parce que je vais lui dire, sans déflorer, c'est deux ou trois choses. Hein, parce que, Juste quelque chose par rapport, vous parliez des centres experts. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça a un coût très très élevé. Et en fait, ça ne fait que du diagnostic, ça ne fait pas de suivi. Donc il faut que les gens trouvent après un suivi, ce qui n'est pas facile. Donc je pense que, à mon avis, il y en a suffisamment. Par contre, ce qu'il faut développer, c'est vraiment le repérage et le réseau de personnes qui peuvent prendre en charge, que ce soit les pères aidants, les psychologues, de manière à, je dirais, graduer les parcours et les mettre de façon adaptée. Absolument. Je reviens au dernier point du rapporteur. Comment on évite que cette question soit fragilisée, handicapée, abîmée, parfois interrompue par la politique politicienne. C'est pour ça qu'il faut faire un sujet pluraliste ici, hein, a priori, pour que tous ceux qui sont au gouvernement, qui seront un jour, qui le quitteront, qui reviendront, se soient engagés. Hein. Il faut vraiment ça. Hein. Très bien. Merci en tout cas de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté d'être auditionné. Et puis effectivement, si vous pouvez ancrer ça comme sujet chez le Premier ministre, on sera ravis en attendant de lui présenter aussi le rapport. Merci à vous et bonne journée. Vous aussi, merci.
L'ancien Premier ministre Michel Barnier face à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui tente d'identifier les défaillances dans la prise en charge de la santé mentale et du handicap. Vous avez vu, il était très à l'offensive face aux députés. Rappelons que la santé mentale a été décrétée par Michel Barnier grande cause nationale pour 2025. Vous pouvez retrouver cette audition sur lcp.fr. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt au cœur de l'Assemblée.